Et salut à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et je voulais en fait profiter de de l'été ou je sais pas ou plutôt profiter de ma passion retrouvée pour la lecture pour vous proposer des nouvelles séries centrées exclusivement en fait sur des comics parce que oui c'est très bien d'aller voir les films etc mais en ce moment je suis vraiment beaucoup plus intéressé par le fait de lire ou relire des comics et donc je me suis dit que je vais coupler ça avec le fait de vous proposer des œuvres ou des classements qui pourraient peut-être vous intéresser si vous-même vous voulez trouver des comics ou commencer la lecture de DC Comics. Donc voilà, certaines vidéos vont servir de point d'ancrage pour peut-être débuter une collection ou tout simplement un référencement même personnel hein, parce que comme ça me permettra de me souvenir par exemple là je vais comme vous avez pu le voir dans cette vidéo je vais faire un classement sur sur les univers absolus je vais réussir à parler et ça me permettra dans peut-être 2 3 4 ans de me dire ah ouais donc à ce point à cette époque-là j'avais mis tel absolute en un et celui-là en dernier. Ça peut encore une fois être un référencement personnel. Donc, encore une fois, ça va être des vidéos centrées sur les comics. Je sais pas si c'est un tournant définitif pour la chaîne, parce que bon, j'ai pas été voir Supergirl et j'ai pas forcément envie d'aller le voir. Je pourrais pas aller voir Clayface parce que je suis allergique aux films d'horreur, donc c'est impossible que j'aille le voir en cinéma. Je pourrais peut-être en faire une review en Blu-ray comme ça, lorsque je pourrais regarder le film chez moi en plein jour et sans risquer d'avoir peur et de me chier dessus. Donc voilà, on va parler de comics, donc ça va vraiment être, comment je pourrais dire ça, très de niche. Hein. Je vais pas forcément vous présenter des planches ou des choses comme ça, mais je sais pas, en fait c'est vraiment limite un processus ouais, personnel où je me suis dit je fais ça de façon un peu pas égoïste mais un peu un peu je m'en foutis, c'est-à-dire que si ça intéresse des gens tant mieux, si ça intéresse pas tant pis, encore une fois je l'ai fait pour mon référencement personnel. Donc on va parler de Absolute. Alors qu'est-ce que c'est Absolute? Petit disclaimer, on va dire ça comme ça. Donc c'est un univers que DC promet et promu enfin, ils le vendent sur le fait que ce soit un univers corrompu ou ce que vous connaissiez des héros que justement vous connaissez bien, donc Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Vous l'oubliez puisque maintenant c'est des versions beaucoup plus violentes, notamment dans des univers beaucoup plus torturés. Et au final, l'univers absolu, c'est un univers qui a été créé par Darkseid pour que les héros euh, se battent pas vraiment pour lui, mais se battent à sa façon. Je pourrais plutôt dire ça comme ça. Et donc voilà, il y a souvent une réécriture du lore, réécriture ou réinterprétation du lore des différents personnages et de leurs univers. Donc je vais faire un classement des 6 œuvres absolues qui sont parues à l'heure actuelle en France. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début août 2026. Donc notamment Absolute Green Arrow que j'attends parce qu'apparemment c'est un des meilleurs, n'est pas encore sorti en France, donc je peux pas l'intégrer à ce classement. Lorsqu'il sortira, je ferai peut-être une mise à jour du classement d'ici 1 ou 2 ans parce que vu qu'il y a à peu près, je crois, 2 ans, deux Absolute qui sortent par an pour chaque personnage, donc je pourrais éditer le classement d'ici 2 ans probablement, à moins qu'il y ait des séries qui s'arrêtent entre temps, ce qui est pas impossible. Alors, sur quoi est basé le critère de ce classement? J'ai d'abord choisi donc la réécriture, savoir à quel point le scénario et le lore du personnage sont revus, parce qu'au final, si c'est la même chose qui nous est pondue en disant oui, mais c'est absolute, bah, ça n'a pas forcément d'intérêt. Vous allez voir que je vais y revenir un peu plus tard. Le plaisir de lecture, donc là, c'est juste savoir à quelle vitesse le livre peut être lu, à quel point les dessins sont agréables à regarder et à suivre. Par exemple, l'action, est-ce qu'elle est bien définie, bien illustrée plutôt, voilà. Mais c'est également au niveau des dialogues, est-ce que les dialogues sont bien écrits, etc. Est-ce que le rythme de l'œuvre est bon? Et l'imprévisibilité également, parce qu'encore une fois, vu que c'est un univers dont on nous promet que tout est nouveau, j'ai envie de voir de l'imprévisibilité. J'ai envie de voir des choses qui m'étonnent en me disant ah ouais, putain, c'est bien vu, ou ce genre de choses. C'est le genre de réaction que je cherche à avoir. Donc, on va commencer tout de suite ce classement avec peut-être une surprise, puisque mon premier, ce n'est pas ce qui a fait naître la série Absolute, ce n'est pas Batman, c'est celui-là. Je pense que donc je l'ai pas dit, mais chaque livre, à part un, il y a toujours d'exceptions, chaque livre a 2 tomes.
Et je pense que Absolute Superman tome 1 était la plus grosse claque que j'ai prise dans l'univers Absolute. C'est-à-dire que j'y reviendrai un peu plus tard pour Batman. J'avais des. Enfin, Batman pourrait être l'option logique, parce que c'est celui qui a encore une fois lancé l'univers, etc. Mais je pense que justement, le fait qu'il ait un peu essuyé les plâtres a permis notamment à celui-là d'être encore meilleur. Alors, Absolute Superman n'est pas forcément violent. Euh, dans l'aspect absolu dont on va voir d'autres univers se basent là-dessus. Il n'est pas forcément violent. Par contre, je trouve qu'il a vraiment il arrive à prendre des libertés avec le scénario de base, avec oui, avec le scénario de base, donc avec le personnage de Clark Kent notamment, et celui de Lois Lane, etc. Tout en y restant suffisamment proche pour qu'on ne s'en sente pas complètement dépaysé. Et ça, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Et au niveau de l'imprévisibilité, je pense que c'est clairement le meilleur. Notamment dans le top 2, il y a des retournements de situation. Je fais ah putain, j'avais pas vu venir ça. Et c'est vraiment vraiment bien vu. Mention spéciale également à la cape de Superman, donc euh, comment un ordinateur, une intelligence artificielle créée sur Krypton. Et je trouve que c'était sympa d'intégrer comme ça le coup de la cape. En plus, ça permet au personnage de Superman de parler plusieurs langues quand il est sur Terre, donc d'être un peu l'immigré, tout en étant donc c'est un immigré partout où il va, tout en étant comment je pourrais dire ça, euh, la métaphore un peu des humains, puisqu'il est un peu tout le monde, il est un peu tous les peuples au final, comme lorsqu'il est vraiment à l'apogée de sa puissance, où là, vous voyez ces images où Superman est devant la Terre. C'est un peu ça, mais de façon plus intimiste. C'est-à-dire que là, il est véritablement tous les humains parce qu'il comprend leurs problèmes. Vu que à chaque fois qu'on le voit, donc il change de petit boulot, etc. pour pouvoir survivre et essayer de s'intégrer un peu à ce monde. Je pense que également les séquences flashback, alors je crois que c'est que dans le premier, dans le 2, dans mes souvenirs, il y a pas de séquence flashback, mais les séquences flashback sur Krypton sont également très très bien faites et vraiment il n'y a pas un seul moment où je me suis senti perdu dans le livre. Il y a vraiment aucun moment où je me suis dit putain, c'est un peu ouais, c'est un peu lent, etc. Non, il y a vraiment que des moments où je me suis dit ah ouais, j'ai hâte de voir en fait ce qu'ils ont prévu pour la suite. Et là, même après le tome 2 qui aboutit sur, donc, comme je l'ai dit, un retournement de situation et quelque chose de vraiment d'imprévu, en tout cas personnellement, j'ai vraiment envie voilà, de voir ce qu'ils ont préparé pour la suite. Alors, le truc, c'est qu'il faut voir maintenant à quel point ils ont pensé du matériel. Parce que là, maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties après le tome 1 et surtout le tome 2, qu'est-ce qui va être prévu pour le tome 3? Et ça peut peut-être chuter en termes de qualité parce qu'il y a tout simplement pas assez de quantité de prévu. Mais voilà, donc vraiment, si vous voulez commencer Absolute et que vous êtes même. Ah, super, j'avais un bug. Et que vous n'êtes pas forcément fan moi qui suis pas forcément fan de Superman, j'ai quand même bien aimé ce livre et c'est vraiment, je pense, un très très bon point de départ pour l'univers Absolute, mais également pour commencer un comics. Hein. Vous pouvez tout à fait commencer n'importe quel comics, une collection de comics par ce Absolute Superman parce que c'est juste tout simplement de la très 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 bonne qualité. Et je pense que c'est un des trucs à l'heure actuelle dans les comics modernes que j'ai pris le plus plaisir à lire. Deuxième place, évidemment. Hein, je pense que c'était assez couru d'avance, si je puis dire. Alors, c'était couru d'avance, mais j'ai quand même des reproches à faire à ce Absolute Batman. C'est-à-dire que c'est pas forcément parfait. Loin de là, il y a quelques petits défauts qui parfois m'ont vraiment dérangé. Alors, ce qui est plaisant, c'est qu'on sent un auteur qui se lâche complètement. Genre Scott Snyder, ce qu'il a pas pu faire dans son run Batman, là il le met, c'est-à-dire qu'il y a de la violence partout. Batman se bat avec une hache en forme de chauve-souris. Donc c'est vraiment, voilà, on sent vraiment qu'il s'est lâché. Il a dit, allez, tout ce que je peux fantasmer limite, je le mets. On le voit notamment en termes des gestions des ennemis. Bane est enfin, la caricature ou le paroxysme de ça peut-être. Euh, je sais pas, mais voilà, c'est vraiment le comment je pourrais dire ça, le jusqu'au boutisme, voilà, qui est mis en scène. Alors ça fonctionne parce que c'est absolu. C'est-à-dire que dans un autre univers,
enfin, du coup, ça fonctionne parce que c'est l'univers qui l'a créé. Donc, bon, dans tous les cas, en fait, ça fonctionne. C'est tout simplement logique. J'ai surtout aimé la ville dystopique de Gotham, notamment avec cette prison là qui est assez incroyable, je trouve, en termes de mise en scène et en termes d'idées. Excusez-moi. Et ouais, qui représente bien Gotham, mais de toute façon, c'est la marque de fabrique de Scott Snyder, hein. Même dans son run Batman, je trouve que la chose qui était le plus sous-estimée, c'est la façon qu'il avait de faire naître et illustrer. C'est pas lui qui faisait les dessins, mais illustrer la ville de Gotham. En tout cas, l'articuler. Et c'est encore présent dans celui-là, et on sent vraiment une nouvelle Gotham. Et ouais, c'est franchement réussi. L'excès de violence, c'est à la fois justifié. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi vous regardez, parce que j'ai quand même pris des notes. L'excès de violence est à la fois justifié et nécessaire pour ce monde, parce que ce monde est ultra violent et il est vraiment impitoyable avec ses habitants. Mention spéciale, du coup, je vais en parler tout de suite à la création. Enfin, la création, c'est peut-être un spoil du coup. Euh, à l'apparition, je vais plutôt dire ça comme ça, de Double Face, Pingouin et je sais plus comment il s'appelle le troisième, qui sont les résultats de quelque chose. Là, je m'y attendais pas, c'était vraiment imprévisible. Donc c'est très bien vu. En plus, là, vraiment, il y a des scènes qui choquent à ce moment-là. Donc de ce point de vue-là, je sais pas si on peut dire je sais pas si on peut dire que c'est sympa ou fun, mais en tout cas, ça correspond à cet univers-là. A contrario, par contre, ce que je vais te dire, c'est que l'excès de violence, parfois, il est gâché pour le coup, par le plaisir enfin, le plaisir de lecture est pas optimal dans Absolute Batman, parce que je trouve que les illustrations, parfois, sont vraiment fouillis et brouillonnes. Il y a vraiment des moments où je me dis, mais attendez, qu'est-ce que je regarde là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu me montrer? Je comprends rien au dessin. Je pense notamment au combat contre, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est dans le tome 2, le combat contre Bane. Le combat final, je comprends rien de ce qui se passe vraiment. Il y a notamment une double page où je suis resté bloqué dessus pendant un moment. Je fais, attendez, mais en fait, c'est quoi là tous les éléments que je vois là, sur la page, je comprenais pas. Donc c'est un peu dommage, et c'est vraiment ça qui m'a le plus gâché. Alors les illustrations sont pas forcément mauvaises en soi, c'est-à-dire que lorsque quand l'histoire suit son rythme de base, ça fonctionne, mais c'est lorsque l'apothéose arrive, lorsque le climax de l'intrigue arrive et que vraiment il doit avoir la double page où vous dites, ah, c'est le combat final, ah, c'est le coup final, mais je suis vraiment resté là bloqué en mode, hein, je comprends rien. Euh, autre aspect sur ça, euh, l'excès de violence a été, et comment je pourrais dire ça sans trop spoiler, est surfait à un certain moment et apparaît de façon purement gratuite dans le tome 2, vraiment purement gratuite dans le tome 2, où on sent que c'est juste, là pour le coup, Scott Snyder qui a voulu choquer le lecteur, qui peut-être a voulu se faire plaisir également, mais ouais, a voulu juste choquer le lecteur de façon gratuite, et c'est même pas forcément justifié. Donc je parle d'un moment où quasiment tout un chapitre entier, je crois, hein, sur la vision ou le rêve d'un personnage, et je suis là, je fais, mais ça n'a pas de sens en fait dans l'intrigue. Enfin, l'auteur n'a jamais fait ça. Dans le tome 2, dans le tome 1 ou dans le tome 2, on n'a jamais eu ça également. Donc c'est, ouais, une histoire, une espèce de vision rêve d'un personnage qui a rien à foutre là, qui est juste là, juste pour choquer, vraiment. Où je me suis dit, en fait, c'est purement et simplement gratuit ce chapitre. Et je trouve que c'est quelque chose où il va falloir que Scott Snyder fasse attention, parce que certes c'est lui qui a créé cet univers, certes il en est probablement fier et il veut probablement le pousser jusqu'au bout, mais justement parfois avec ce genre de choix où on met juste un chapitre gratuit où il y a que de la violence pour mettre de la violence pour choquer le lecteur, ça n'a aucun sens. Vraiment dans l'intrigue ça n'a aucun sens, et vous dites là, enfin vous regardez ça, vous dites, mais en fait pourquoi il y a ce chapitre là et qu'est-ce qu'il fout en plein milieu? Enfin, c'est même pas pour expliquer les motivations d'un personnage, parce que ces motivations là sont logiques. Et en plus, c'est même pas des motivations, c'est juste comment je pourrais dire ça? C'est vraiment un rêve fantasmé du perso, quoi. Et vous dites, ben oui, on sait qu'il rêve de ça, il n'y a pas besoin de le montrer. Enfin, vraiment, ce chapitre-là, je passe un petit moment dessus, parce que quand je l'ai lu, j'ai fait, mais en fait, c'est purement et simplement gratuit, quoi. Donc bon,
je vais passer à autre chose, mais voilà, c'est ce qui m'a gâché et c'est ce qui a vraiment solidifié le fait que je pouvais pas mettre Absolute Batman en 1 à cause de ça. Je trouve que vraiment donc les illustrations en 1 et le jusqu'au boutisme de la violence parfois totalement gratuite sont un peu de trop. Voilà. C'est pas, alors attention, c'est pas du tout un mauvais comic, c'est vraiment le Absolute Superman et Absolute Batman. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour commencer votre collection de comics ou votre envie de lire des comics. Je pense que vous en serez satisfait. Attention toutefois, donc si vous voulez commencer par Absolute Batman, il y a beaucoup de violence. Ne mettez pas ça entre les mains, par exemple, de quelqu'un d'un ado de 11-12 ans ou plus bas en leur disant tiens, c'est Batman, vas-y, prends ça. Non, 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 ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Parce qu'il y a même des scènes à un moment pas de sexe, mais genre où il y a des persos, enfin, il y a des persos nus, etc. Encore une fois, je pense que c'est Scott Snyder qui est en mode, en gros, j'ai fait le Batman plus 16 que je voulais faire sur mon run, mais que j'ai pas pu faire parce que ça collait pas avec les besoins éditoriaux. Là, je me lâche. Il se lâche peut-être un peu trop, selon moi. Troisième, et là je pense que c'est une surprise parce que c'est celui qui n'a pas de tome 2 à l'heure actuelle. Ça sortira en novembre, je crois, ou fin octobre, je sais plus. Celui-là, Absolute Martian Manhunter. Alors déjà, c'est surprenant que Martian Manhunter fasse partie des héros qui ont le droit absolu parce que c'est pas le plus connu, loin de là. Je sais pas si c'est même celui qui fait le plus vendre, j'ai un doute. Enfin, je pense que c'est pas un perso qui fait très vendre à l'heure actuelle. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a du potentiel? Et en fait, c'est vraiment un aspect purement subjectif, là, ce que je vais vous dire, parce que c'est un personnage que j'adore avec une thématique que j'adore, la double personnalité intérieure, où vous dites, en fait, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui qui devient fou? Est-ce qu'il a une entité à l'intérieur de lui, etc. Tout le livre est basé là-dessus. Ne vous attendez pas, par contre, en lisant ce livre, à avoir des combats. Ne vous attendez pas à avoir du spectacle. C'est vraiment un comics qui est basé plus sur l'aspect psychologique, mais une sorte de... C'est pas de l'horreur psychologique, mais de la torture psychologique, peut-être, que s'auto-inflige le personnage. Euh, je fais exprès de pas trop en révéler, hein. Ce qui est sympa, c'est que cette torture psychologique n'est pas gratuite pour le coup, parce qu'elle aboutit sur quelque chose à la fin du livre où vraiment je me suis retrouvé en mode ils peuvent pas laisser le livre là-dessus. Et puis après, du coup, en plus, je me suis dit bon bah du coup, il va y avoir les tomes 2 de Absolute qui vont sortir, donc ça va être cool. Et là, je vois qu'en fait, Absolute Martian Hunter, faut attendre encore 3-4 mois. Oh non, putain, je voulais le lire. Donc vraiment, j'ai aucun mal à le mettre top 3. Encore une fois, ne vous attendez pas à de l'action ou des choses comme ça. C'est pas véritablement un livre sur lequel vous pouvez commencer. Si vous n'êtes pas amateur de comics, ne commencez pas par ce livre-là. Vous allez vraiment pas forcément passer un bon moment. Vous allez trouver peut-être que c'est chiant. En plus, les dessins sont pas forcément. euh, Alors, moi, je les ai trouvés beaux, mais ils sont pas. En fait, ils sont plaisants, mais ils sont pas beaux. C'est-à-dire que c'est très. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a un aspect un petit peu déformé parfois, où il y a des sortes de formes géométriques. On a des aspects un peu carrés, surtout sur des visions qui sortent un peu de la tête du personnage, etc. C'est très imagé. Vous me direz en même temps, tant mieux pour un comics. Mais enfin, pour moi, ça a vraiment fait mouche. Et voilà, j'ai juste hâte de voir le tome 2. C'est vraiment, en fait, je pense qu'en termes de prise de risque esthétique, c'est la prise de risque esthétique que je préfère, par exemple, par rapport à Absolute Batman, où là, la prise de risque, c'est juste on met du sang, on met des corps nus, on met de la déformation des corps, et ça, c'est trop bien parce que ça prouve qu'on est edgy. Non, là, il y a quelque chose qui a été tenté. Alors, encore une fois, par rapport au mythe de Absolute, il y a sûrement des libertés qui ont été prises, mais je suis pas un spécialiste de John Jones, donc je peux pas dire à quel point il y a des libertés qui ont été prises par rapport au personnage, par rapport à son lore, par rapport à ses origines, etc. Mais, excusez-moi, mon écran qui se met en veille à ce moment-là, il me fait comprendre que je parle depuis trop longtemps. Mais voilà, il y a des prises de risque qui sont quand même plaisantes. Et c'est encore une fois, c'est le genre de prise de risque qui, selon moi, doivent être récompensées, plutôt que la prise de risque un peu bas du front, en mode allez, vas-y, on te met de la violence et ça va te plaire. Le quatrième, premier personnage féminin, hop, Green Lantern. Alors,
Il y a beaucoup à dire. Là, je trouve qu'en termes de qualité, on commence un petit peu à descendre. Pourtant, ça va paraître totalement paradoxal, mais c'est probablement le Absolute qui a le plus de potentiel. Vraiment, la réécriture du lore de Green Lantern est assez incroyable. Je trouve elle est incroyable et logique. Le fait que du coup ce soit une œuvre qui soit basée sur le personnage de Joe Mulane et leur permet à l'auteur d'avoir vraiment des libertés parce qu'il n'a pas collé à Al Jordan ou à John Stewart ou à enfin voilà tous les autres Green Lantern, bien qu'ils apparaissent, hein. Mais voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Le fait que les couleurs soient, j'ai pas trop envie de spoiler, soient liées à des éléments, vraiment des éléments pour le coup, c'est bien vu également. C'est ouais, c'est vraiment en termes de scénario, enfin d'univers posé, c'est peut-être l'un des meilleurs. Vraiment, vraiment, il y a énormément de potentiel. Il y a un potentiel dingue. Bah, de toute façon, à partir du moment où on touche à l'aspect cosmique et que l'aspect cosmique donne envie d'y plonger, c'est que, enfin voilà, vous ouvrez quasiment un portail vers l'infini. Malheureusement, c'est ultra cryptique. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect cosmique en fait, se résume malheureusement à parfois des pages où vous voyez en contre, enfin c'est pas contre lumière. Je sais plus comment on dit ça. En clair obscur, on va dire ça comme ça, mais c'est pas le bon mot. Mais vous voyez, voilà, un personnage ou une planète qui est comme ça avec donc des cases de dialogue. Et c'est même pas des cases de dialogue, c'est des réflexions de personnages. Vous savez pas qui parle, vous savez pas de quoi il parle, et vous savez pas ce que ça fout, ce que ça a à voir avec le chapitre qui suit. Généralement, vous voyez, il y a souvent ces premières pages où vous dites, je comprends rien, c'est quoi cette page, elle a rien à foutre là, et au final, à la fin du chapitre, vous dites, ah d'accord, en fait, ça voulait parler de ça. Là, non. Vous voyez une planète, elle vous parle enfin, je sais pas, je veux dire des conneries de météo, et puis à la fin du chapitre, vous dites, ah ouais, mais pourquoi on nous a parlé de ça au début, c'est con, ça n'a rien à faire. Et ça s'intègre même pas si bien que ça au tome global, c'est-à-dire qu'à la fin du tome, vous dites, je me suis pas dit, ah ouais, mais du coup, la première page a impliqué ça. Alors peut-être que ça l'a impliqué, mais en fait, c'était tellement cryptique et ça manquait tellement d'un thème ou d'un mot vraiment où vous dites ah mais du coup ils reviennent là-dessus, d'accord. Non, là il y a rien, c'est vraiment juste on vous met ça parce que ça fait mystérieux, mais c'est tout. Donc c'est vraiment dommage parce que le potentiel est vraiment, j'ai l'impression, cadenassé par les auteurs parce que j'ai l'impression comme s'ils voulaient pas tout de suite trop en dévoiler, comme s'ils ils en gardaient volontairement sous la semelle pour pas voilà pour diluer vraiment tout ce qu'ils ont prévu en termes d'intrigue au fur et à mesure. Mais justement, ça arrive pas assez vite. C'est pas aidé par une intrigue enfin qui est pas lente, mais qui est en fait, l'intrigue sur Terre, elle est pas intéressante. On va dire les termes. Le personnage de Joe Mulane est intéressant dans le 1, chiant dans le 2, notamment tout son aspect relationnel avec sa femme, avec laquelle elle a divorcé, mais pas vraiment. Enfin, enfin, c'est rébarbatif, c'est chiant. En fait, c'est le genre de drama que j'aime pas dans les histoires, pour être tout à fait honnête, que ce soit donc quand c'est un homme ou une femme, ou une femme ou une femme, ou un homme, et qu'il y a les intrigues, les dilemmes de couple ou des couples qui se sont séparés mais en fait oh, on s'aime toujours mais en fait je peux pas te supporter de te voir, ce genre de choses. Voilà, ça va 2 3 cases mais quand il y a 3 4 chapitres là-dessus vous dites c'est bon, allez, passe à autre chose, on a compris. Enfin en tout cas moi j'ai compris, passe à autre chose. Et il y a vraiment des moments où j'étais là, je suis allez enfin je lisais parce que voilà faut lire mais j'étais en mode allez, allez c'est bon j'ai compris, en plus ça avance pas forcément. Donc voilà. Donc les ennemis, ouais, sur Terre, l'intrigue sur Terre est pas intéressante, les ennemis sur Terre sont pas intéressants, vraiment. C'est, on a, j'ai peur de me tromper au niveau du nom, mais je crois que oui, c'est Hector Hammond qui est présent. Voilà, vous voyez à mon visage que il est présent, mais juste pour le nom, littéralement. Il est pas intéressant, il est nul, vraiment comme ennemi. Et il y a des combats illisibles aussi. C'est vraiment, on retrouve le même problème qu'avec Batman. Alors c'est pas au niveau de la violence là, c'est vraiment au niveau des formes. Il y a des ennemis qui ont des formes où je me dis mais
mais c'est quoi ça? Enfin, vraiment, et avec de l'exaspération, en mode, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Je comprends rien. En fait, c'est chiant parce que c'est des formes qui reviennent tout au long du tome. Et je me suis dit, mais en fait, le dessinateur et ou le coloriste, comment ils ont pu voir ça et se dire ah ouais non ça passe, ouais c'est logique ce qu'on voit quand une forme est répétée au fur et à mesure du temps, mais que la chose apparaît de moins en moins lisible, pas parce que c'est une vision du personnage et que du coup il sait pas trop ce que c'est, et ça devient de moins en moins visible. Non, là c'est vraiment, enfin c'est aux yeux de tous, il y a plusieurs personnes qui voient cette forme là, donc il y a pas de logique à ce qu'elle soit de moins en moins visible, moins en moins euh, lisible, ouais. Non, là c'est vraiment que je sais pas, en fait c'est une espèce de forme noire qui est, c'est vraiment, c'est surtout dans le tome 2, j'étais là, je fais, ouais, putain, vraiment les illustrations, c'est pas bon, c'est pas bon. Euh, voilà, c'est juste pas bon. Pour, et c'est vraiment ce qui m'a vraiment sorti c'est vraiment ce qui m'a vraiment, c'est vraiment ce qui m'a sorti du tome 4 à la fin, du tome 2, pardon. Et c'est pour ça que je le mets quatrième, c'est que à la fin vraiment du tome 2, j'étais je fais, oh, putain, je comprends rien. En plus, l'intrigue amoureuse là qui s'éternise, ça m'a vraiment gavé. Le tome 2 a vraiment diminué en termes de qualité. C'est-à-dire que si le tome 2 avait été meilleur, je pense que Absolute Green Lantern passait facilement dans le top 3. Mais là, le fait que le tome 2 était vraiment, je vais le dire à terme, chiant, l'a vraiment consolidé à la quatrième place, et il y a vraiment, je trouve, un gouffre de niveau entre le top 3 et Absolute Green Lantern à l'heure actuelle. Mais encore une fois, si ils arrivent à repartir sur les promesses qu'ils ont fait, s'ils arrivent à juste à les réaliser, peut-être, sans doute, que ça pourrait remonter en qualité. Mais ce n'est pas ce vers quoi ils tendent à l'heure actuelle. J'ai réussi à parler. Cinquième, et là on a un nouveau chute en termes de qualité, une nouvelle chute en termes de qualité. Les deux derniers sont à peu près, je les mettais à peu près au même niveau en termes de qualité, hein. Aïe, aïe. Alors, le premier chapitre était très bien. Alors, le premier ou le deuxième, je sais plus jusqu'où ça va. Et puis après, parce que en fait c'est une réécriture. À ce moment-là, la réécriture de Wonder Man était vraiment intéressante. Je fais ah ouais, c'est cool. Du coup, dans cet univers, parce que je vais le révéler puisque c'est le résumé et la promesse du livre, Wonder Woman n'est pas élevée par les Amazones, mais elle est élevée en enfer. Donc c'est la princesse des enfers, ou en tout cas la héros AULT des enfers. Si je me trompe pas, c'est Circé qui l'entraîne. J'ai peur de me tromper avec un autre prénom d'héroïne mythologique. Je crois que c'est Circé, mais ou Persée. Ah, je sais plus. C'est un de ces deux noms, je suis désolé. Donc elle est élevée par cette personne-là dans les enfers. Euh, donc on se dit, c'est cool, ça va être violent. Et ouais, au début, le premier chapitre, encore une fois, les deux premiers chapitres, on voit Wonder Man qui trucide des créatures sorties des enfers, etc. C'est sympa. Et puis après, on passe à Wonder Woman normal. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'aspect absolu, l'aspect écriture disparaît complètement. En fait, c'est à partir du moment où il y a l'apparition de Steve Trevor, c'est fini. Voilà, c'est fini. Alors, je vais tout de suite parler de Steve Trevor. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'énerve un peu beaucoup en ce moment, dans toutes les œuvres et surtout dans les comics. Cet aspect, enfin cet aspect ou cette envie qu'ont les auteurs, surtout féminins d'ailleurs, de faire en sorte que lorsqu'un personnage féminin est dans l'histoire, il faut forcément qu'elle ait une intrigue amoureuse à un moment. Forcément. Elle peut pas passer une histoire sans qu'il y ait de l'amour ou une attirance, même pas sexuelle, parce qu'il faut forcément qu'il y ait de l'amour derrière ça. Et c'est chiant, en fait, c'est chiant. Et là, du coup, c'est ça avec Steve Trevor. Donc, Steve Trevor apparaît. Oh, tout de suite, dis donc, elle tombe. Diana tombe raide amoureuse de lui. Ah non. Et vraiment, ça fait vraiment comme ça. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où Steve Trevor apparaît, l'aspect absolu de Wonder Woman disparaît complètement. C'est plus du tout. Enfin, si c'est une